mais je vais vous dire ma théorie sur les oiseaux. Puis, j'ai peut-être pas la science infuse, mais j'y vais avec ce que je remarque de la nature. Premièrement, les oiseaux, l'été et le printemps, ils ont une job à faire. Ils ont une job de multiplier cette magnifique nature-là qu'on voit. Hein? Ils vont manger une graine, ils vont aller faire une crotte, excusez-moi le mot plus loin, avec la graine, et ça va repartir la nature. C'est comme ça qu'on voit des pins dans une érablière ou des sapins où il y avait des bouleaux, ainsi de suite. Si vous nourrissez les oiseaux à l'année, ils ne feront pas cette job-là. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile que de se percher sur le bord de votre mangeoire. C'est important, ça. Ce n'est pas des animaux domestiques. On ne veut pas ça. On veut qu'ils soient libres, ces oiseaux-là, puis qu'ils fassent leur rôle dans la nature. D'accord? Alors, moi, je commence à les nourrir fin octobre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le job, ils ont ramassé vos graines de vivaces qui restaient, ils ont tout fait ça, ils ont fait leur projection ailleurs. Maintenant, on va les aider pour passer l'hiver, parce que c'est difficile l'hiver pour les oiseaux. Il y a des mangeoires qui se vendent sur le commerce, puis sont bien corrects. Hein? Moi, je vais vous montrer deux choses que j'aime faire. Premièrement, le bâton pour le gras et le suif. Hein? Moi, j'ai pris un bout de bois, tout simplement. J'ai parti des gros trous avec une mèche. Puis j'ai mis des petits clous comme ça, pas de tête, pour que l'oiseau puisse se percher pendant qu'il mange son suif. Tu sais, la petite mésange ou le jet bleu aime bien être bien positionné pour manger son suif. Alors, quand il fait très froid, hein, les vers, ils en ont besoin si on ne veut pas qu'ils meurent. On va venir remplir ça avec de la graisse, du beurre de pinot mélangé, tout ça. On va venir remplir ça, de la graisse de bacon, ainsi de suite. Puis on va remplir ces trous-là, puis ils vont manger. Vous pouvez même en badigeonner votre tronc ou les trous. Les pics adorent ça. Ils vont se prendre ici, puis ils vont gruger ça. Ça, c'est un beau moyen, au lieu d'acheter des pains de sucre là, qui coûtent un peu plus cher. On peut se faire un bout de bois comme ça, qui est beaucoup plus naturel pour eux, puis avec une bonne place pour se tenir. Les mangeoires que vous achetez sont idéalement faites pour les petits oiseaux qui n'ont pas une grosse poitrine. Les mésanges, les petits chardonnays, les petits bruants, tout ça, ils s'accrochent bien comme il faut, puis ils peuvent manger. Mais quand je pense à la tourterelle, même le jet bleu ou d'aucun gros oiseau, avec le poitrine, ils ont de la misère parce qu'ils sont amanchés comme ça pour essayer de manger. Ils sont obligés de manger de côté. Et l'oiseau n'aime pas tellement manger de côté parce qu'elle ne voit pas en arrière d'elle s'il y a un prédateur. Il aime bien avoir une vue, hein, de toute cette distance-là avec un peu le latéral. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un plateau pour les grosses poitrines comme ça. On plante un piquet. Moi, je privilégie toujours près d'un sapin. Pourquoi? Parce que souvent, l'oiseau, s'il arrive quelque chose, un chien, il va aller se cacher dans le conifère, il le voit venir, il veut avoir une place où il peut aller vite se percher, parce qu'il ne veut surtout pas perdre son tour à la mangeoire. Parce que quand ils sont plusieurs, le bâton, il pogne d'un fois. Alors, on prend une boîte comme ça en bois, n'importe quelle boîte, hein. Ça n'a pas besoin d'être une beauté, on va l'enlever durant l'été, là. Hein? Avec des insertions pour que l'eau s'écoule s'il pleut en janvier. On ne veut pas que ça fasse une boîte puis que les graines pourrissent. Alors, on va venir prendre 2 planches comme ça. On va mettre de chaque côté de notre bois comme ceci. Et là, attendez un peu, on va aller chercher des vis à la quincaillerie. Je sais pas. Ah! Il y en a là. J'ai quelque chose. Non. Voilà. La quincaillerie du coin, comme on dit. À l'égalité de mon bout de bois. Comme on dit, j'y rentre dedans. Je suis pas un gars de construction. Fait qu'excusez si c'est pas à l'échelle. Hein? Pourquoi je mets 2 bâtons comme ça? Je mettrais 2 vis, hein? Parce que là, la pharmacie, la quincaillerie est fermée. Hein? Pourquoi je mets ça? Parce que si vous mettez votre chose puis vous vissez seulement le milieu, s'ils sont plusieurs tourterelles d'un bord, à un moment donné, il va se faire du slack puis elle va renverser. Donc, je l'accote sur mes 2 bois et je vais venir visser sur mes bois comme ceci. Là, ça va être bien solide. Et je vais pouvoir remplir avec mes graines durant l'hiver de tournesol, un peu de maïs concassé peut-être. Ça dépend des sortes que vous voulez attirer. Mais moi, je travaille toujours comme ça avec 2 bois. Comme ça, la bûche, une mangeoire commerciale, on est en affaire pour les nourrir jusqu'à la fin avril. Après ça, on les laisse travailler pour nous puis pour la nature. On est dans notre cours qu'on parle de permaculture, on parle de autosuffisance, on parle de laisser aller notre jardin pour que ça devienne le plus naturel possible. On vous parle de l'importance des oiseaux dans votre jardin pour manger les insectes qui nous nuisent. La mélanchie ici, c'est un arbuste qui est intéressant. Regardez ces beaux petits fruits qui vont nourrir les oiseaux.
durant l'été. Quand il fleurit, ça attire aussi les pollinisateurs. Je vous le recommande fortement, la Malanchier du Canada. On parle hein, d'arbres, d'arbustes pour attirer nos oiseaux, nos pollinisateurs. Le sureau. Le sureau, hein, on peut même le consommer. Hein. De plus en plus, on va arriver le sureau sur le marché pour la consommation humaine. Mais le sureau, c'est un arbre qui va attirer beaucoup les oiseaux et les pollinisateurs. Ici, regardez, on a les pommetiers décoratifs qui font des belles petites pommes. Quand il fleurit au printemps, ça attire énormément les pollinisateurs, puis ça tombe juste dans le bon temps où est-ce que les fraises commencent, puis ces affaires-là, à fleurir. Donc, on a besoin de pollinisateurs. Puis les petits fruits vont être mangés par les jaseurs des cèdres à l'automne. C'est de toute beauté de voir ça. Ici, on a un pommier blanc, un Malus opa, qui fleurit blanc double là, à profusion, super beau. Alors, je vous encourage, les pommetiers, il y en a des roses, il y en a des blancs, il y en a des rouges, mais mettons-en au moins un. On est encore dans notre cours sur les oiseaux, vous savez. Privilégiez les arbres qui fleurissent pour les butineurs, parce que je parle oiseaux et butineurs dans ce cours-là. Les lilas, le printemps, c'est important d'en avoir au moins un. Le fait qu'il y a, plusieurs ont des lilas vulgaris qui fleurissent très très tôt en mai. On se rend compte que les printemps sont de plus en plus mouilleux et froids. Les butineurs arrivent plus tard. Donc moi, je vous préconise, si vous mettez un lilas, plantez un lilas japonais. Pourquoi les lilas japonais fleurissent un petit peu plus tard que le vulgaris? Donc les pollinisateurs vont être attirés parce qu'ils vont être dégelés. Tu sais, à cette heure, on se promène avec une tuque jusqu'à fin mai. On est encore dans notre cours sur les oiseaux puis les butineurs. Vous savez, une plante qui est très intéressante à avoir à l'automne aussi, parce qu'on veut nourrir nos oiseaux. On ne veut pas juste les faire venir au printemps pour qu'ils nous servent, puis à l'été pour les insectes. On veut les garder l'hiver pour les observer, parce qu'on va commencer à les nourrir un petit peu plus tard. Ici, on a un viande trilobé, communément appelé du pimbina, hein, qui est très, très riche en vitamine C, que les oiseaux dégustent merveilleusement l'hiver quand il est gelé. Puis vous allez rire, parce que quand dans les grands froids, quand ils viennent en manger, le fruit a fermenté, quelquefois l'oiseau vient sous. S'il en mange beaucoup, il est sa neige, puis du coup, hop, il y a du fun, là, lui, là, c'est le party. C'est important de l'avoir aussi dans vos jardins. Pourquoi? Pour nourrir les oiseaux. Pensez toujours à les nourrir tout le temps. Tout le temps, avoir un contact avec votre flore et votre faune. C'est ça qui est important dans un jardin. Pour le goût, présentement, il n'est pas tout à fait assez mûr. On va le ramasser plus tard pour la geler, quand réellement le fruit va être un peu plus mou. Là, présentement, il est raide. Mais là, on va montrer à Denis la face. Denis, sors du carton, goûte. Denis n'est pas une connerie, mes amis. Il n'aime pas la viande trilobée. Mais faites-vous-en pas. Quand il est plus mûr, en gelée, il n'y a pas ce goût-là acide. Il est réellement bon. Et il est très, très riche en vitamine C. C'est le fruit indigène qui est le plus riche en vitamine C au Québec. C'est important que vous faisiez des gelées. Vous savez, la vitamine C, on en parle même avec la COVID. Hein? Ah, la vitamine C aide à ne pas pogner ça. Donc, allons-y avec les viandes trilobées. Où les trouver, les viandes trilobées en indigène, si vous voulez en avoir dans votre cour? Ceux qui font de la bicyclette autour des pistes cyclables, il y a beaucoup de jeunes plants de viande trilobée. Je vais vous montrer la feuille de très près. Ça ressemble à une feuille d'érable. Hein? 3 lobes trilobés. C'est très facile. Le pimbina. On est encore dans les butineurs, hein, puis nos oiseaux. Dans les arbres, les tilleuls, qui nous font une belle floraison durant l'été, ça attire les pollinisateurs, tellement qu'on entend bzzz, on dirait quasiment l'aéroport à Montréal. Mais regardez, ça fait des beaux petits fruits à l'automne que les petits oiseaux ils viennent manger. C'est super important si vous avez un arbre à planter, que vous voulez qu'il pousse vite, le tilleul. Dans les arbres pour les oiseaux, puis les butineurs, n'oubliez pas, les sorbiers, hein, qui poussent très très bien, qui vont nourrir à l'automne vos oiseaux. C'est ça qu'on veut, on veut les faire perdurer, puis quand ils fleurissent, c'est sûr que les abeilles s'en donnent à cœur joie. On va vous parler des fleurs maintenant qui attirent spécifiquement les butineurs durant l'été à privilégier près de votre jardin de légumes parce qu'on a eu de la misère cette année avec la pollinisation. On est obligé de faire beaucoup de pollinisation manuelle. Il va falloir faire réellement un exercice de conscience. Sur de moins en moins, on va avoir de pollinisateurs. On ne renversera pas les règles établies par les gouvernements, en tout cas. Donc, il faut réellement attirer les pollinisateurs chez nous. Et s'ils ont assez à se nourrir, ils vont rester dans notre cercle, puis on va les protéger comme ça. Ceux qui veulent commencer à avoir des mini-ruches chez eux, je vous encourage si vous n'êtes pas allergique. Mais les autres, j'ai fait une liste de plantes et de fleurs que vous devriez avoir dans votre jardin si vous voulez être réellement en permaculture, en symbiose avec votre jardin, puis avec votre faune et votre flore. Alors, les asclépiades,
Les monardes qu'on vous a parlé pour les tisanes, c'est hyper important. Les papillons les adorent, les butineurs les adorent, c'est merveilleux. Les phlox paniculata, toutes les phlox paniculata, les héliopsis, les zinnias, les roses, hein, les rosiers. Privilégiez aussi nos rosiers rustiques, les églantiers. On vous a fait un petit cue à un moment donné avec. Les cosmos, les œillets, c'est des plantes qui ont beaucoup d'odeur, qui vont attirer beaucoup les pollinisateurs. J'espère que vous avez aimé ce cours-là. C'est quelque chose d'important parce que l'année prochaine, je vais vous emmener encore plus loin en permaculture, puis il faut avoir des bonnes bases. Fait que j'espère que vous l'avez aimé.